C'est parti, on se détend, on y va. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Harmonia prend un tournant en 2025 et j'aimerais le partager ici avec toi dans cette vidéo. Mais avant de te dévoiler la grande nouvelle, j'aimerais te partager 4 enseignements que j'ai retirés de l'année dernière, l'année 2024, qui a été une année super riche. Et ces 4 enseignements devraient pas mal parler à ceux d'entre vous ici, peut-être toi, si tu es performeur et que tu as tendance, comme moi, à avoir la tête dure, à savoir ce que tu veux, à foncer, mais à parfois y aller en force. Donc un premier enseignement que j'ai retiré de 2024, c'est le fait que je me suis beaucoup entêtée à tout vouloir faire toute seule, par peur de perdre le contrôle, par peur de ne plus me sentir totalement indépendante et maître de mon projet, de mon bébé. Et j'ai terminé l'année avec cette réalisation qu'il est temps pour moi de passer au niveau suivant et de réellement incarner, de vivre ce lâcher-prise dont je vous parle beaucoup, que je partage via les exercices, les expériences que vous vivez dans mes accompagnements. Mais le lâcher-prise, il se passe aussi dans plein d'autres domaines et notamment pour moi, il est venu aujourd'hui le temps de lâcher prise et de commencer à notamment m'entourer ou en tout cas ne plus tout faire tout seul, uniquement moi au sein d'Harmonia. Le deuxième enseignement est lié au premier point, c'est le fait que je pense que c'est hyper important de se rendre compte de quelles sont nos forces personnelles, individuelles, quelles sont aussi nos faiblesses et de savoir les combler. De justement ne pas investir trop de temps, d'énergie à essayer de combler nos faiblesses, mais plutôt de se focaliser sur ce qui marche déjà, sur ce qu'on fait bien, sur nos forces et de les développer. Le troisième enseignement de 2024 a été que souvent, quand on réalise nos rêves, quand on est vraiment focalisé sur un rêve, on a tendance à se mettre de côté et à s'oublier, ou en tout cas à oublier certaines facettes de nous-mêmes. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très passionné et que je fais tout à fond, mais que du coup, voilà, ma passion pour mes accompagnements, pour tout ce que je vous transmets ici, avait pris le dessus sur parfois ma vie privée et mon bien-être privé, que parfois je me retrouvais encore le soir, bien tard, à l'ordinateur, alors que j'avais juste envie et besoin d'aller me coucher, de me reposer. Mais voilà, c'est encore souvent plus fort que moi. Et donc, une de mes intentions, de mes priorités pour 2025, c'est vraiment aussi de rétablir un meilleur équilibre et d'arrêter de faire passer Harmonia avant Anna. Et mon quatrième enseignement que j'ai ici envie de te transmettre, c'est que quand tu es dans le flow, quand tu es pleinement absorbé par une tâche, absorbé par justement ce qui te passionne, par le projet que tu es en train de développer, le temps ne joue plus de rôle. C'est comme s'il se compressait, il s'accélérait. Et donc en 2024, pour moi, les choses ont été beaucoup plus vite que ce que je n'aurais jamais pensé. Il y a un an, je n'aurais jamais pensé en seulement une année développer une communauté de plus de 80 000 personnes, pouvoir accompagner des centaines de clients. Tout ça, effectivement, grâce au pouvoir du online que j'ai découvert. Disons en 2024 et avec lequel justement je me suis mise à jouer, que je me suis mise à explorer et avec lequel j'ai pris énormément de plaisir. Donc je pense que la bonne nouvelle c'est que voilà, le plaisir se ressent, c'est super chouette. Du coup tout a explosé et c'est ce que j'ai envie de te faire passer comme message, c'est que ce flow, cet espace-temps dans lequel tu es encore une fois pleinement absorbé et dans ta bulle et où il n'y a plus rien d'autre qui compte, ça se vit dans le corps. C'est pas quelque chose qui se passe dans ton mental, c'est pas quelque chose que tu prévois, que tu planifies, tu n'es vraiment pas dans l'analyse, au contraire, c'est un instant, un moment T, un instantané où tu es pleinement présent dans ton corps et où tu go with the flow comme on dit en anglais. Maintenant pour la grande nouveauté 2025, Harmonia s'agrandit. J'ai décidé de m'entourer, de ne plus tout faire tout seul.
Et évidemment, je ne vais pas m'entourer de n'importe qui. Tu l'as compris, Harmonia, c'est mon bébé, donc je suis hyper exigeante avec ce qui s'y passe et avec qui me rejoint. J'ai décidé d'inviter un homme, coach et guérisseur, à rejoindre Harmonia. Pourquoi? Parce que ça va amener une dimension complètement nouvelle et hyper complémentaire à moi, mes compétences et aussi mon énergie en tant que femme. Peut-être que tu l'as déjà vu passer dans certaines vidéos, notamment plutôt sur Instagram. Il est dans l'accompagnement depuis plus de 26 ans et il a aidé des milliers de personnes à se reconnecter au corps. Il est vraiment spécialisé dans cette reconnexion au corps, dans la conscience corporelle et dans tous les pouvoirs de notre corps pour vivre une vie, tout comme on fait ici dans Harmonia, plus épanouie, plus libre et plus connectée à notre véritable essence. Il s'appelle Andy. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Ce n'est pas pour rien que c'est mon mari. Mais ça a aussi fait que j'hésite énormément en fait avant de franchir ce pas, parce que même si beaucoup de clients en commun nous le réclamaient, mais à quand est-ce que vous allez finalement travailler ensemble? Cette dimension très personnelle, au final, m'a aussi fait peur. Il a énormément d'expérience dans la construction d'entreprises, de projets, d'activités liées à la joie, au fun, à la légèreté, au bien-être. Et ça, c'est vraiment aussi une dimension essentielle que j'avais énormément envie d'apporter à Harmonia, pour qu'on puisse tous s'amuser encore plus, parce que je pense que le développement personnel, la guérison, la croissance personnelle, ça n'a pas à être lourd, ça n'a pas à être sérieux, ça n'a pas à être laborieux. Tout ça, ça peut se faire dans la joie, dans la légèreté, dans le bien-être, dans le bonheur. Et Andy, il est vraiment spécialisé là-dedans et super bien placé. Assez parlé, il est temps de vous le présenter. Il faut savoir qu'Andy a eu un parcours très varié. Souvent, on lui dit qu'il a eu plusieurs vies en une. Andy va vous raconter plusieurs histoires. Ok, on va plonger un petit peu dans sa vie. Je vous invite vraiment à écouter comme si ces histoires étaient à propos de vous, comme si certains principes énoncés s'appliquaient, parce que c'est le cas, à votre vie. Ne prenez pas ça comme un spectacle, comme de l'entertainment, ou comme quelque chose en fait où je me mets en avant, parce que ça n'a strictement rien à voir avec ça. Ce que j'ai fait, je suis humain comme vous, et ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc, prenez vraiment toutes ces choses pour vous et posez-vous ces questions de tiens, qui dois-je être, ou qui est-ce que je souhaite être pour arriver à ça. À savoir que tu as été danseur professionnel, tu as dansé de Londres à Los Angeles, à Berlin, tu as fondé une marque de chaussures, tu as étudié avec les moines zazen au Japon, tu as été avec les chamans dans la jungle en Colombie, tu avais une société de production de spectacles qui a fait des tournées et des shows en Europe. Enfin, voilà, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ton parcours? Qu'est-ce que tu veux savoir? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que je viens d'une famille en fait où j'ai eu la chance d'avoir d'un côté une mère en fait qui était très tournée vers tout ce qui était subtil, invisible, spirituel. Et à côté de ça, j'avais mon père et toute la lignée paternelle des hommes qui étaient super terre à terre et qui étaient tous des hommes d'affaires. Donc moi, j'ai vraiment baigné en fait entre le fait d'être dans les affaires, très terre à terre, et en même temps d'un côté tout à fait subtil, invisible, où c'était très très courant de parler de la vie après la mort, d'énergétique, etc. Et je crois que c'est ce qui a fait que, en tant que bon petit rebelle, je n'ai pris aucune de ces deux voies pour commencer. J'ai pris la voie d'athlète professionnel, et notamment où la majeure partie de ma carrière a été en tant que danseur professionnel. Tu as fait ça combien d'années? J'ai fait ça 18 ans. Commencé à quel âge? Tard, non? J'ai commencé tard parce que j'étais d'abord
pour moi, la danse, c'était... ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la danse, c'était pour les filles. Jusqu'à 16 ans, la danse, il fallait absolument pas m'en parler. Moi, je faisais des arts martiaux depuis que j'avais 7 ans. Je faisais de la musculation, je faisais du fitness. Voilà, j'ai été coach sportif aussi très très jeune, à l'âge de 16 ans. À l'époque où il n'y avait pas encore toute cette vague de coach, on parle d'il y a 25-30 ans. Qu'est-ce qui a fait que ce garçon qui se disait que c'est pour les mauviettes a commencé à danser? Une femme. L'envie d'avoir et de conquérir une femme, non? De reconquérir, ouais. De reconquérir. Ah. Prenez-en de la graine, messieurs. Est-ce que ça a marché? Non. Ah, merde. Enfin, non, mais... Alors, et c'est là, en fait, que... Voilà, si je suis tout à fait honnête, j'ai commencé la danse vraiment pour reconquérir ma première copine. Et j'avais, je pense que j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Ça n'a absolument pas marché. Mais ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer. Je viens d'un village, je suis né dans un village de campagne. Jamais j'aurais pu imaginer, même si mon intuition profonde me disait que je ne resterais pas vivre en Belgique, que je voyagerais à travers le monde, que je ferais de la scène, etc. Je n'avais jamais mis les pieds sur une scène avant 17 ans et demi, je pense. Et le simple fait que je commence la danse par un concours de circonstances m'a mené à mener une vie complètement que mon mental n'aurait pas été capable d'imaginer ça, en fait. C'était trop beau pour être vrai. Tu ne connaissais personne dans ton environnement, dans ton entourage qui l'avait fait, ou qui servait comme modèle, ou qui... Non. C'était hors norme, hors contexte. Tout à fait. Non. Ça a été une petite bagarre pour devenir danseur professionnel. J'ai jamais été considéré comme quelqu'un qui travaillait, en fait. Et je ne me suis jamais, du coup, considéré comme travailler. Je savais pas ce que c'était pour moi le travail. Et encore aujourd'hui, c'est pas un mot que j'aime bien parce que je fais les choses qui me font vibrer et pour moi le travail c'est associé à c'est chiant, c'est lourd, ouais, il faut travailler quoi. C'est ce que j'ai entendu dans mon éducation. Or pour moi tout ce que je fais c'est du fun, c'est de la joie, c'est du plaisir. Sinon à quoi bon être sur terre? Et justement, tu as toujours suivi ton intuition, tu as toujours suivi le plaisir, tu as toujours été, voilà, tu es visionnaire, tu as cultivé des grands rêves. Est-ce qu'à un moment, quand même, tu es sorti de ce flow et de ce fun et que ça a bloqué? Ça m'est arrivé. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça m'est arrivé, je devais avoir 35 ans, je pense. Donc il y a 7-8 ans. Et étrangement, c'est quand j'ai commencé à faire du développement personnel. Je me suis déconnecté de moi, en fait. Je me suis déconnecté de moi parce que j'ai commencé à entendre ces concepts qui m'étaient tout à fait inconnus de meilleure version de soi-même, de rêve. Mon premier pas dans le développement personnel, ça a été un gros séminaire. Et là, pour moi, ouais, je me suis, en tant que performeur, qui est toujours, je viens des arts martiaux, et ça, il faut vraiment, ça a son importance dans le sens où j'ai été habitué à avoir un maître, à avoir un mentor et à faire confiance à ce maître, à ses entraîneurs. C'est ce qui m'a permis d'atteindre de très très bons niveaux, en fait le top niveau international en performance. Donc pour moi, quand je me suis retrouvé là dans cet événement et que j'ai vu ce gars sur scène, je me suis dit mais oui, lui s'il est là, il a tout compris et je vais faire exactement la même chose. Sauf que ça n'a pas du tout marché pour moi parce que en fait c'était pas du tout moi. Et c'est une des choses que je vous invite vraiment, vous qui nous regardez, à être prudent avec ça. Le développement personnel, c'est chouette. Meilleure version de soi-même, c'est, voilà, pour moi, c'est le tableau des rêves. C'est chouette, ça fonctionne en fait. Je vais pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est des choses que je faisais bien avant, en fait, avoir tous mes rêves, en fait. J'ai jamais fait un tableau, mais je les visualisais souvent et je savais pas ce que je faisais. Mais par contre, quand on se retrouve dans ces événements où on va parler d'énergétique,
mais il y a une énergie aussi qui n'est pas forcément la vôtre. Et il y a une énergie collective qui est tellement forte par laquelle on a tendance à se laisser emporter. Et des fois, moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé en fait à poursuivre des rêves qui n'étaient pas du tout les miens. Je me suis retrouvé à vouloir essayer d'être une meilleure version de moi-même qui en fait n'avait pas vraiment de sens et à faire des rituels matinaux qui duraient 5 heures parce que il fallait faire A, B, C, D, E, F, G, H et en tant que performeur et bon élève, ben, je faisais tout. Donc en fait, pendant quelques années, ouais, je suis très content. Je me suis perdu, mais je suis très content de l'avoir vécu parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir énormément de recul et de pouvoir aussi guider les gens, non pas à atteindre la meilleure version de soi-même, mais surtout à se reconnecter à leur essence profonde, parce que pour moi, c'est la chose qui importe en fait. On est parfait. Pourquoi vouloir toujours être plus? Et en même temps, il y a cette dichotomie de je veux être plus, mais je suis déjà assez. Ça va pas trop ensemble en fait. Alors qu'on est parfait. Quand on est tout ce qu'il faut. On a juste à se reconnecter à ça. Et c'est ça qui est pas évident. Qui est pas toujours évident en tout cas. Je vous disais en intro de cette vidéo qu'Andy était le roi de la création de communautés, faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils s'amusent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans la joie, dans le fun. Et il y a une petite histoire de famille derrière tout ça qu'il est intéressant de venir enquêter. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis né là-dedans. Je suis né dans un centre événementiel où mon père organisait toutes sortes d'événements, des congrès, des festivals, des mariages, des séminaires, tout ce genre de choses. Et mon grand-père aussi avait un autre centre, il avait plusieurs restaurants. Et j'ai baigné là-dedans. Le live motif de mon père et de mon grand-père, c'était véritablement que les gens se sentent bien. Donc, de fournir tout ce qu'il fallait dans les moindres détails pour que la fête soit réussie, pour que l'événement soit réussi. Et je me souviens que c'était quelque chose, ils étaient tout le temps en recherche par rapport à ça, de pouvoir voir en fait ce qui pouvait améliorer pour que les gens se sentent bien. Et je me souviens de mon père, c'était ce qui le rendait le plus heureux, c'est quand les gens venaient après pour régler les factures, etc. Et qu'ils disaient « Ah, mais monsieur, c'était parfait, c'était extraordinaire, on a passé un moment chez vous exceptionnel. » Et c'est ce qui drivait mon père. J'allais dire, au-delà du professionnel, que c'était son boulot, moi j'ai eu la chance de connaître le père d'Andy et ton papa c'était quand même quelqu'un, dans le privé, c'était vraiment ça aussi qui drivait, que tout le monde soit bien, qu'on soit heureux, qu'on ait tout ce dont on ait besoin et qu'on puisse faire ce qu'on avait envie de faire. Aujourd'hui, quand on te voit comme ça, et les personnes qui te connaissent aujourd'hui, on dirait de toi que tu es quelqu'un de super sain, que ce soit en termes d'alimentation, de pratiques sportives, etc. Et d'équilibré en termes de santé mentale et donc santé physique. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Ouais. Je pense que cette partie-ci va parler à pas mal d'entre vous, donc écoutez bien. J'ai eu diverses addictions. Je me suis senti mal dans ma peau depuis l'adolescence. Pas assez. En fait, c'était ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être bon, ce besoin d'être aimé, qui a fait que je voulais exceller dans tout. Je voulais avoir un corps sain, je voulais avoir un corps musclé. C'est pour ça que je me suis mis très très tôt dans le fitness, parce que à l'école, quand j'étais gamin, j'avais peut-être 2-3 kilos. J'étais pas super skinny, super fin. Et je me souviens, ça m'a marqué à l'époque. J'ai fait la paix avec ça il y a bien des années déjà, mais je me souviens qu'il y en a plusieurs qui m'ont appelé gros lard. Parce que
probablement que j'avais 2-3 kilos en trop. Mais il faut se dire, c'est à 35 ans et ça n'a rien à voir quand je vois pas mal d'enfants aujourd'hui en surpoids, ça n'a rien à voir avec ça. C'était vraiment... Mais moi, par contre, ça a été un traumatisme. Oui. Et quand on parle de traumatisme, c'est ça. Des fois, le Il traumatisme... suffit d'un mot, d'une action, d'une attitude de la part de quelqu'un. Et chacun le vit différemment. Le traumatisme, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est comment vous allez le recevoir. Et moi, je l'ai perçu, je l'ai reçu comme ça. Et donc, du coup, très jeune, je me suis mis au sport. Je pense qu'à 14 ans, ça rendait ma mère dingue d'ailleurs, j'ai commencé à faire mes propres repas. J'allais à l'école avec mes boîtes à tartines, avec du riz blanc, du poulet, du blanc de poulet, parce que c'était ma diète de sportif dans le fitness. C'était vraiment, je voulais sécher. Mais là, tu as été un peu extrême, non aussi? Mais j'ai toujours été extrême, et je pense que je le suis encore un petit peu, si je suis honnête avec moi-même. C'est une de tes facettes, en fait. Andy fait tout à fond. À fond. À fond. Et dans l'ombre et dans la lumière. Donc, en fait, quand j'ai commencé à explorer l'autre côté, en fait, où j'ai goûté notamment à la marijuana, j'ai fait les choses à fond. Et quand je parlais d'addiction, j'ai notamment été addict profond à l'herbe pendant 15 ans. Tu fumais tous les jours? Je fumais tous les jours. Je me levais et ouais, je fumais, c'était mon lifestyle. Je n'ai rien contre ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me suis rendu compte depuis des années que c'était pas ce qui me servait le mieux. Donc, je suis sorti de l'addiction, mais dans la douceur, pas dans la force. C'est pas un combat. Aujourd'hui, j'ai des copains qui fument, je peux participer à des soirées. Moi, personnellement, en fait, j'ai véritablement guéri. C'est pas un combat. Et on en parlera peut-être à certains moments autres que sur cette vidéo. Mais voilà, j'ai eu des nombreuses addictions, pour revenir à ta question. L'alimentation? L'alimentation, le sucre, le sucre. Je me suis rendu compte il y a quelques années que quand ça n'allait pas, que j'étais triste quand j'étais petit, je me réfugiais dans les biscuits, mon grand-père avait notamment une de ses affaires était un réseau de boulangeries, et donc j'avais très très facile. Je me souviens le dimanche matin, mon père allait chercher pour son centre événementiel, il allait chercher toutes les fournitures de boulangerie dans le centre de mon grand-père. Et en fait, on avait libre accès. C'était, mon grand-père disait, OK, prends tout ce que tu veux. Donc, il y avait les bonbons, il y avait les pains au chocolat, et je revenais, et je pense que le dimanche, c'était la journée où je me gavais, quoi. Donc, j'ai été très tôt, malgré que c'était un combat mené par ma mère qui ne voulait pas à la maison qu'on ramène du sucre, mais vivant dans cet endroit un peu particulier où on avait quand même accès à certaines choses, à certaines facilités, moi, le sucre, ça a été quelque chose qui a été ancré en moi. Et donc ça a été, je pense que ça a été même plus difficile de sortir du sucre que de n'importe quelle autre addiction. Que de la beuh, que de la fumette? Oh oui, bien au-delà. Et d'ailleurs, le sucre, juste pour l'information, il y a des études qui ont été faites, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc c'est dire que... Ouais, mais voilà, mais je l'ai fait. Une des autres questions que j'avais envie de te poser, et qui je pense sera très intéressante pour vous, c'est que tu étais arrivé à un moment de ta vie quand on s'est connus, en fait, il y a 11 ans. Tu avais construit la vie de tes rêves. Tu avais ton réseau d'écoles de danse en Belgique, qui était un des plus grands en Europe. Tu avais ta société de production, tu travaillais avec des musiciens, tu faisais des shows, enfin, des tournées. Tu t'éclatais, tu gagnais super bien ta vie. Oui, vraiment, pour toi, comme tu disais, le travail, c'était pas du travail parce que c'était de l'amusement. Pourtant, 4-5 ans plus tard, tu as décidé du jour au lendemain, on était ensemble, de tout arrêter. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Pourquoi tu en es venu là? J'en suis venu là. La première chose, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, qui était plus grand que ça.
c'est vrai, en fait, je gagnais très très bien ma vie, je m'amusais, c'était la fête, on voyageait en bande avec mes musiciens, enfin, j'avais une école de formation pour les profs qui intégraient mon école de danse, enfin, mes écoles. Mais en fait, malgré tout ça, je sentais un vide en moi. J'avais toujours des addictions, donc je fumais pas mal toujours. Je buvais pas mal les week-ends, donc je n'ai jamais été alcoolique, mais les week-ends, quand j'allais sur scène, ouais, voilà. à chaque fois que je devais aller sur scène, je montais sur scène malgré que personne ne le voyait, même pas mais toi. Moi, je ne me rendais pas compte. Dans un état second. Et j'étais limite en transe, quoi. Ce qui était génial parce que de un, on s'amusait, les centaines voire milliers de personnes qui étaient dans l'audience s'amusaient aussi. Mais moi, je sentais en fait qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait. Il y avait quelque chose d'imperceptible, encore une fois, comme ce qui m'a guidé toute ma vie, mon intuition, qui faisait que je me disais, tiens, qui suis-je au-delà du danseur? Qui suis-je au-delà de l'entrepreneur? Qui suis-je au-delà de tout l'argent que j'ai sur mon compte en banque? Qui suis-je au-delà de tout ce que je connais de moi maintenant, en fait? Puisque ça, c'est quelque chose que j'ai créé, mais qui suis-je vraiment à la racine? Et c'est une question qui m'a interrogé vraiment. Et je me suis dit, le seul moyen de le savoir, c'est de prendre le courage de tout quitter et de faire comme si je recommençais à zéro. Encore une fois, quand Andy fait les choses, il les fait à fond. Donc, j'ai décidé de tout quitter, sauf mon épouse. et on est venu habiter, on a acheté une propriété au Portugal, pas celle-ci, mais plus dans les terres, vraiment remote, comme on dit en anglais, donc complètement au milieu de nulle part, et on est allé habiter là pendant 1 an. Et je me suis coupé de tout. Oui, à l'époque aussi, moi j'avais quitté mon travail. Et c'est là que j'ai commencé à me reconnecter à mon essence et en arrêtant de fumer, en changeant totalement de style de vie, j'ai commencé à voir réapparaître des facettes, des intuitions, des ressentis, des images, des visions de quand j'étais enfant. Et au-delà de ça, à certains moments, et ça je pense que le sujet est beaucoup trop vaste pour vous partager ici, mais à certains moments, mon corps a véritablement parlé bien au-delà de ma volonté mentale, m'indiquant le chemin par des chants, par des ressentis que je ne connaissais absolument pas. Et vous voyez, en fait, je peux pas, c'est pas du falbala que je raconte, c'est une fois que vous voyez en fait qu'il y a de l'émotion et que c'est mon corps qui parle, et je sais, c'est un des signaux qui, moi, en fait, je sais exactement quand ça m'arrive, que je suis tout à fait juste, je suis en connexion la plus profonde avec mon âme. Et on a tous accès à ça. Le tout, c'est de pouvoir décoder les signaux de notre propre corps. Certains vont avoir des frissons, certains vont avoir, moi personnellement, c'est les larmes qui montent et la gorge qui se serre et un ton de voix, une tonalité qui va légèrement changer. Mais on a tous accès à ça. Et quand je me suis en fait reconnecté à ça, ça a été un voyage qui a été assez intense, mais ça faisait tout le sens d'avoir tout quitté pour me reconnecter à qui j'étais au plus profond. Ce qui n'enlève en rien que je suis toujours danseur, je suis toujours, même si je suis beaucoup plus loin de ce milieu aujourd'hui, mais ça m'a permis d'être plus en paix aujourd'hui et d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et de me sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est toujours quelque chose que les gens à proximité de moi me disent, mais on se sent tellement calme à tes côtés, c'est dingue, en fait, on sent un ancrage. Vous voyez, c'est tout de suite, je suis pris par l'émotion parce que je sais que c'est juste. Parce que c'est purement moi, en fait, c'est purement moi. Ce que je n'avais pas quand j'avais tout mon réseau d'écoles de danse, ma société de production, les 800 personnes, plus de 800 personnes que je gérais toutes les semaines,
je n'avais pas ça. Non pas parce que ça me stressait, mais parce que j'étais déconnecté d'une partie beaucoup plus profonde de moi. Mhm. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Te reconnecter en fait à toutes tes facettes. Il y avait une partie que tu occultais, qui avait été là depuis tout petit, des choses que tu avais ressenties, des visions que tu avais eues. Mais c'est comme, voilà, tu l'as mis sous le tapis parce que ça t'avait fait peur et probablement qu'il n'y avait eu personne à cette époque-là pour vraiment te rassurer ou t'accompagner. Ouais. Et ce qui est naturel et ce qui beaucoup d'entre nous font, je pense aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, on réouvre. Tu utilises souvent dans tes accompagnements, je pense, l'image de la maison ou du château. C'est comme si on habitait en fait dans un château, mais que dans une pièce, sans savoir qu'il y a 10 000 autres pièces. Et donc petit à petit, quand on chemine ainsi, on va ouvrir de plus en plus de portes et accéder à de plus en plus de pièces. C'est un peu ce que tu as fait. Oui, c'est ça. Et on a tous 1500 et plus pièces à ouvrir. Mais c'est vrai que parfois ça fait peur de les ouvrir. Et parfois on ouvre une porte et ça ouvre pas sur une autre porte ou ça ouvre pas sur une pièce. Ça ouvre sur un couloir qui fait des kilomètres avec des portes tout longs. Et on décide d'ouvrir certaines, de laisser certaines fermées. Mais voilà, mais c'est sûr que ça fait peur. Et comme tu le disais, moi en fait j'ai occulté plein de choses de mon enfance. J'ai eu une enfance très très heureuse, enfin je veux dire, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Voilà, je pouvais pas demander plus à mes parents. Mais par contre, j'ai vécu des expériences qui me terrifiaient en fait, qui me terrifiaient parce que je pouvais pas les expliquer. Personne n'en parlait de trop et je me sentais vraiment différent, tout en ne l'étant pas, parce qu'aujourd'hui je suis convaincu qu'on a tous accès à ces perceptions. En tout cas, c'est ce que je constate et c'est ce que je vois avec les gens que j'accompagne. C'est ce que tu vois émerger chez tes clients, en fait. On a tous des pouvoirs de guérison, on a tous de l'hypersensibilité. Maintenant, il y en a certains qui sont plus connectés à ça, il y en a certains qui se sont déconnectés. Et en parlant de déconnexion, moi, j'ai été un maître de la déconnexion. J'étais un maître de la déconnexion, c'est pour ça que je fumais autant. Parce que quand je fumais, moi, personnellement, ça me déconnectait de tout ça. Et donc, en fait, j'étais convaincu que je devais fumer pour bien dormir. Parce que quand je dormais, je n'avais pas trop de rêves, je n'avais pas de vision. Voilà, ça m'apaisait beaucoup. Et justement, au fur et à mesure que tu cheminais, ça commençait à se voir, à se ressentir à ton contact. C'est des choses, on parle souvent ici aussi d'énergie. Je veux dire, tu changeais littéralement, tu te transformais de l'intérieur. Et j'ai vu notre entourage, nos amis ou des connaissances, au fur et à mesure qu'on déménageait aussi d'un endroit à l'autre, venir auprès de toi et s'intéresser super fort à toi, à te poser plein de questions et puis même à te demander si tu pouvais les accompagner. Et je me souviens que tu fuyais ça, on te mettait beaucoup d'étiquettes, on te qualifiait de coach, de guérisseur, parfois même de chaman, et toi ça te mettait super mal à l'aise et oui, tu détestais ces étiquettes, tu te sentais comme si on te mettait dans des boîtes et tu fuyais en fait cette demande quelque part d'accompagnement à l'époque. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as accepté ça, t'as franchi le pas et peut-être à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu pouvais, et tu avais peut-être même je sais pas si on peut dire le devoir quelque part, d'aider, de mettre ça au service des autres? Mais là, pour moi, il y a plusieurs réponses. Je vais commencer par qu'est-ce qui fait que, à un moment, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais un impact sur la vie de certaines personnes, au-delà du fait de faire de l'entertainment et de rendre les gens heureux et de les entraîner et de les aider à réaliser leurs rêves, ce que je faisais déjà, puisque même dans mes écoles de danse, en fait, j'ai entraîné des gens à devenir des danseurs internationaux à très haut niveau. J'ai entraîné des gens à devenir des profs. Et en fait, ils ont changé leur métier qu'ils n'aimaient pas, alimentaire, pour devenir prof de danse. Et ce sont notamment des personnes comme ça qui ont repris certaines de mes écoles.
Mais par contre, je me souviendrai toujours, je me suis intéressé à un tas de choses. Donc en fait, quand j'ai arrêté tout, on est parti au Portugal. On est resté 1 an au Portugal. Et puis après, j'ai commencé à m'ouvrir à plein de choses. Et là, ma curiosité, en fait, infantile, m'a permis de pouvoir aller explorer plein de choses. Et un jour, j'étais à un séminaire sur la lithothérapie. Et c'était très, très intense. En fait, la dame qui organisait ça est juste extraordinaire. Et je lui fais un petit clin d'œil. Si vous êtes en Belgique, allez voir Nassoa, Chloé de chez Nassoa, elle est extraordinaire. C'est devenu une amie. Et on est à ce séminaire qui est un tout petit groupe. Et donc, on commence des partages, puisque Chloé fait aussi de la lecture à travers les pierres que vous choisissez. Et donc, ça rentre un peu dans l'intimité des participants. Et la dame à côté de moi, elle commence à partager une histoire. Et en fait, elle révèle au groupe qu'elle a été abusée dans l'enfance. Et je ne savais pas quoi faire, mais j'étais tellement touché au fond de moi que j'ai simplement senti que je devais mettre ma main sur la sienne. Chose que j'aurais jamais osé faire des années auparavant, simplement parce que qu'est-ce qu'on va penser, mais elle va croire que, machin. Là, en fait, j'ai juste écouté mon intuition. J'ai mis ma main sur sa main et quelques années après, j'ai reçu un message sorti de nulle part via Facebook qui me disait « Tu te souviens, le séminaire chez Nassoa, tu as guéri en moi ce que l'homme avait détruit. » Et je me suis dit « Ouf !» Et entre-temps, j'étais aussi à des séminaires, à des ateliers de Lise Bourbeau. Et alors, on devait faire des groupes. Et comme pour tous ceux qui font un petit peu du développement personnel, spirituel, de la thérapie, il y a toujours plus de femmes que d'hommes, on est bien d'accord. Et donc, je me retrouvais souvent, mais régulièrement, entouré de femmes. Et donc, quand on devait faire des exercices, je me souviens très très bien, c'était à Bruxelles, cet atelier. Et on devait faire des exercices et je faisais un partnership avec une dame. Et à la fin, elle me dit, mais en fait, t'as même pas besoin de parler, juste le fait que tu sois là à côté, je me sens mieux. Et donc j'ai commencé vraiment à me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait que c'est fou, on dirait que j'ai un impact comme ça qui est plus profond que faire de l'entertainment. Maintenant, la réponse à la deuxième question, parce que c'est vrai, je n'ai jamais voulu être coach, je n'ai jamais voulu être guérisseur, je n'ai encore moins chaman. Et pourtant, j'ai envie de dire il y a certaines choses qu'on ne décide pas. Il y a certaines casquettes qui vous sont remises à la naissance, ou peut-être même avant. Et que si vous les refusez, vous êtes bloqué dans votre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé parce que, pour moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu une brillante carrière dans la danse. Donc, j'ai été à un très très haut niveau international. J'ai très très bien réussi dans le milieu entrepreneurial. Je viens d'une famille où les hommes sont très connectés, réussissent très bien, ont beaucoup de relations professionnelles et ça monte des affaires à gauche, à droite. Et pour moi, en fait, être coach, être guérisseur, être chaman, c'était un peu de un hurluberlu et c'était un peu, pour le dire platement, en fait, c'était un peu la loose. Pour moi, c'était un peu facile, non? Parce que je me souviens que tu disais, c'est pas un vrai métier, c'est pas du vrai entrepreneuriat. Moi, j'ai créé des business en dur aussi. Il y avait cette notion, je pense que il y avait une notion de tout faire online, que c'était immatériel, je sais pas. Oui, mais bien au-delà, en fait, c'était la loose. Pour moi, en tout cas, pour mon ego, c'était la loose parce que c'était pour moi monter une entreprise avec X personnes qui travaillent pour moi, X chiffre d'affaires.
et développer tous ces projets. Je travaille en partenariat avec une telle entreprise, etc. Comme en fait j'ai fait dans la danse où je travaillais en partenariat avec des grandes chaînes d'hôtels, etc. en fait. Donc pour moi, c'était un peu c'était mon ego, bien sûr, mais c'était le fait ça ne vaut pas assez. J'ai pas envie d'être ça, je jugeais en quelque sorte. Et la vie a fait elle m'a appris que de un, il n'y avait pas de jugement à avoir, spécialement, surtout. Et que quand on est fait véritablement pour quelque chose, tu ne peux on pas n'a pas trop le choix. On peut, des claques. On peut, mais il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas fluide en nous. Il y aura toujours quelque chose qui fait que je vais avoir une addiction, je vais avoir une sensation de vide, je vais avoir des tensions dans le corps. Ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec énormément de personnes. Je travaille avec des gens... Aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que je travaille aussi avec des hommes d'affaires qui ont la situation qui était idéale il y a encore 5-10 ans pour moi. Et en fait, ils viennent me voir parce que eux me disent, mais en fait, je manque un peu de sens. J'ai des tensions dans mon couple, ça ne va pas trop bien. Et en fait, tout ça n'est que le reflet d'un manque d'alignement, d'un manque de paix intérieure, d'un manque de connaissance de soi, de savoir qui je suis profondément. C'est uniquement ça, en fait, au final. Et dans ce laps de temps de presque 10 ans où j'ai où j'ai tout arrêté pour vraiment me plonger dans toutes ces choses et me reconnecter à moi-même et étudier, comme tu le disais tout à l'heure, le zazen au Japon. J'ai été en Colombie expérimenter les médecines traditionnelles ancestrales. Enfin, on a été en Laponie, on a fait tellement de choses. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que où que j'aille, à chaque fois, en fait, j'avais une opportunité de business. J'avais une opportunité, on me demandait, on me proposait, on me dit, tu veux pas être partenaire avec moi? Je te donne des parts de ma société, tu viens avec moi et on fait un truc ensemble. Et à chaque fois que j'ai pris cette direction, parce que il y avait cette notion, parce que, voilà, une chose aussi, c'est qu'il y a un moment où, il y a la peur, comme beaucoup d'entre vous connaissent, et beaucoup d'entre nous, en tant qu'êtres humains, cette peur du manque, cette peur du manque financier particulièrement. Mais il y a certains moments de ma vie où je me suis retrouvé au plus bas. Et fatalement, quand on venait me proposer des partenariats comme disant, non, allez, on y va, et il y a X à prendre, les premières années, j'y allais. Parce que, en fait, pour moi, c'était il y avait le fun, c'était pas uniquement financier, c'était toujours, ça a toujours été le fun pour moi en premier. Et ensuite, il y avait, si on peut faire de l'argent, c'est génial, quoi. Et le truc, c'est que à chaque fois que j'ai fait ça, en m'éloignant de ma vraie nature, pourquoi j'étais fait ici, je me suis fait repousser brusquement et jusqu'au jour où j'ai pris la décision radicale d'accepter en fait que, ok, c'est ma voie et je vais rentrer là-dedans et je vais faire ça. Ok, j'ai compris, c'est cool, quoi. Donc voilà, je n'ai pas choisi ça. Ça m'a choisi. Ça m'a choisi. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'estime que c'est un honneur qui m'a été remis. Et je crois qu'en tant qu'être humain, ce que je peux faire, vraiment le petit humain que je suis, c'est d'honorer la confiance qui m'a été portée et le cadeau que j'ai reçu. Pour moi, en fait, c'est simplement ça que je fais. J'honore le cadeau et j'honore la confiance qui m'a été remise par la puissance qui m'a été donnée. Et qui t'est remise par les personnes qui viennent te demander de l'aide, un accompagnement. Bien sûr, oui. Aussi, donc, on est dans le subtil et le subtil qui se manifeste aussi, évidemment, dans la matière. Tu as commencé ton parcours par les arts martiaux, d'ailleurs, quand tu étais enfant, et puis la danse ado et adulte.
Donc c'est des choses au final assez terre à terre, si je peux dire. C'est le corps, la matière, la conscience corporelle, la proprioception. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ce qui est plutôt ce que tu pratiques aujourd'hui dans tes accompagnements, l'énergétique, le subtil, l'invisible, les soins aussi, les libérations émotionnelles, et puis en tout dernier, le breathwork, tout ce monde-là. Qu'est-ce qui t'y a amené? Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment est-ce qu'au final ça s'imbrique. Ça s'imbrique? Mais comme je le disais au début, j'ai eu la chance de naître dans une famille où la bibliothèque était immense et elle regroupait un nombre innombrable d'ouvrages sur le bouddhisme, sur la vie après la mort, sur l'énergétique, sur un tas de sujets qui sont plus subtils, je vais dire. J'aime pas le mot spirituel parce que au final, qu'est-ce que véritablement la spiritualité? Je pense que la spiritualité dépend de chaque individu, mais voilà, des ouvrages en fait qui parlent plus d'un monde un peu subtil et énergétique. Plus via ta mère, ça. Plus via ma mère, ah oui, totalement via ma mère. Mais juste pour la petite anecdote, c'est que, et c'est ça que vous m'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, très émotionnelle quand tu parlais de mon père et de mon grand-père, c'est que mon père nous a quittés il y a 2 ans, et quand j'ai été vider son bureau, à ma grande surprise, j'ai découvert des ouvrages sur le Qigong et sur des choses alors que mon père ne pratiquait pas du tout. Mais, a priori, il s'y intéressait. Donc, j'ai grandi avec toutes ces choses. J'ai commencé les arts martiaux à 7 ans. Comme toujours, un peu super fan. Donc, j'y allais à fond. Et assez jeune, en fait. Je pense que vers 15-16 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un maître chinois qui était à Liège. Oui. Un ancien moine, d'ailleurs, qui faisait du tai chi, du qigong, et qui m'a un peu pris sous son aile, mais qui avait pas du tout un enseignement académique. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un d'académique, donc je suis incapable de faire des séquences de tai chi, etc. Mais par contre, je fais mes propres mouvements et je fais circuler l'énergie. Et j'ai créé ma propre façon de faire grâce à ce moine, frère Francis, il s'appelait. Et donc, il y a ça à la racine. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme je le partageais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que quand on a été au Portugal, cette année là où on était vraiment en pure nature, où je me suis reconnecté, il y a des choses en moi qui ont réapparu que je ne soupçonnais absolument pas et qui ont émergé comme ça, et je me dis ouf, qu'est-ce qui se passe réellement? Et là j'ai découvert une autre dimension de la connexion corporelle, puisque en tant que danseur professionnel, en tant que coach sportif, en tant qu'athlète, je pensais avoir une écoute corporelle très très affinée. Et je me suis rendu compte que c'était un type d'écoute corporelle qui était radicalement différent que ce qu'on peut avoir d'un point de vue beaucoup plus subtil. Quand on sort de la performance sportive, quand on sort de l'entraînement... C'est une forme de contrôle en fait, puisque tu es dans la performance, tu dois peut-être ressembler à quelque chose, les mouvements, c'est assez codifié, non? Et puis là, peut-être qu'on s'autorise plus à... Non, parce que quand je cours 100 km, je vais dire, ce qui prime d'abord, c'est l'écoute de la sensation qui me permet de, ok, là j'ai besoin de manger, là j'ai besoin de boire, là j'ai besoin de ralentir, là je veux accélérer, j'ai des capacités, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est codifié et qui est mental. C'est une réelle écoute corporelle. Parce qu'on vous a pas dit, mais il court aussi. Il a notamment fait des courses de 100 km. Voilà. Tout à fond, encore une fois. Ce qui est merveilleux d'ailleurs, d'être autant de temps dans la nature à courir tout seul, c'est une expérience extraordinaire.
Donc, ce que je reviens, en fait, c'est une écoute corporelle qui est plus subtile. En fait, pour moi, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension où il y a de l'énergie en plus. Il y a quelque chose c'est très difficile de poser des mots dessus. Il faut le vivre. Il faut véritablement le vivre, en fait, pour se dire, ah oui, tiens, c'est différent. Et alors, tout ce qui est, je vais dire, subtil, énergétique, ça a été par le biais de l'expérience. Anna vous disait tout à l'heure que j'avais été au Japon, pardon, des heures et des heures, enfin, en fait, c'est pas des heures, c'est des centaines d'heures de méditation, des centaines d'heures d'écoute corporelle, des centaines d'heures à rester complètement immobile et à voir ce qui se passe quand je suis immobile, puisque j'avais entendu des moines qui disaient que l'idéal est d'atteindre le noble silence, comme on le dit dans le bouddhisme, le noble silence qui est le silence bien sûr de la parole, le silence de l'acte, donc du geste, pouvoir rester immobile, et le silence de la pensée. Tout en sachant que le plus complexe évidemment c'est le silence de la pensée, et que les pensées elles passent. Le tout c'est de les laisser passer sans s'y accrocher en fait. J'ai passé des heures et des heures parce que je voulais voir ce que ça faisait, et ça m'a pris des années pour pouvoir vraiment en fait être là, mais tellement pleinement présent et ressentir ce que ça faisait. Donc, pour répondre vraiment à ta question, je crois que c'est simplement l'expérience que je continue tous les jours. Tu le vis avant tout pour toi. Je le vis pour moi, en fait. Tu vas toujours tester, chercher plus loin, expérimenter. Et honnêtement, c'est ça que vous ne me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur mon Instagram, sur Facebook. Je suis pas, en fait, ça me saoule, et pour être tout à fait honnête, c'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons pour laquelle, en fait, on a beaucoup discuté, Anna et moi, et j'ai décidé de rejoindre Harmonia, après que Anna m'a dit plusieurs fois, écoute, c'est tellement dommage, tout ce que tu as à partager, et c'est un peu criminel, en fait, de ne pas exposer ça à plus de gens, c'est ce que tu m'as dit un jour. Oui, c'est un crime en fait. Et au vu de moi, j'entends quand il est dans la pièce à côté et qu'il fait ses accompagnements, j'entends les partages, les témoignages, je vois les résultats et je me dis mais c'est criminel de ne pas répandre ce message et répandre ce que tu as à transmettre plus amplement. Je ne suis pas extrême sur les réseaux sociaux. Non, là pour le coup. Voilà. Enfin, si, extrême dans l'autre extrême. Dans l'autre extrême. Zéro. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes reconnus aussi dans certaines histoires qu'Andy vous a transmises, dans ses vécus, dans certains principes. C'était vraiment ça le but. Donc encore une fois, prenez-le pour vous. Voyez en quoi... Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que vous avez ressenti des choses dans votre corps quand il a parlé de certains sujets? Est-ce qu'il y a eu Est-ce que ça a résonné? Et voilà, donc laissez infuser. Et du coup, pour ma part, je suis super heureuse qu'on se retrouve donc à deux cette année, en 2025, dans Harmonia, qu'on puisse unir nos compétences respectives, nos énergies respectives, parce que voilà, on est très complémentaires à plein de niveaux. Et on a 10 000 idées déjà qui fusent. J'en ai beaucoup. Et alors en plus, Andy, lui, ça part très très vite aussi. Donc on vous réserve plein de belles choses. On vous en dira plus ici dans les semaines à venir, assez rapidement. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'on a d'ailleurs un événement, une immersion, une expérience online qu'on offre en date du 16 février. Et je vais vous mettre le lien ci-dessous, c'est totalement offert, c'est la matinée du dimanche, donc je me réjouis, on va animer ça tous les deux. Le but étant, comme d'habitude, de redescendre de la tête au corps et de venir goûter au message que le corps a à nous transmettre. Et si vous voulez recevoir plus de contenu comme ça, que vous voulez voir les vidéos qu'on va faire à l'avenir,
je prends mon rôle très à cœur maintenant. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, c'est comme ça qu'on fait, je crois. Hein. Et voilà, comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'on va faire une vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter, puisque Anna partage énormément de choses avec vous et je vais m'y mettre aussi par le biais d'Anna. Je vais la motiver. Donc voilà, passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.